Bonjour, nous allons donc voir les compartiments liquidiens. Tout d'abord, une petite introduction pour vous rappeler la répartition de l'eau dans notre organisme. Nous avons tout d'abord l'eau totale. L'eau totale, c'est 60% du poids du corps. C'est-à-dire que si vous avez un sujet qui a 80 kg, eh bien, il aura 80 fois 0,6 kg d'eau dans son corps. L'eau totale, c'est un volume qui est mesurable. Ici, vous voyez, mesurable grâce à la phénazone et à l'urée. Dans l'eau totale, deux grands compartiments, le volume intracellulaire et le volume extracellulaire. Le volume intracellulaire est non mesurable. Il est seulement calculable. Nous pouvons mesurer l'eau totale et le volume extracellulaire et en déduire le volume intracellulaire. Le volume extracellulaire, quant à lui, est mesurable grâce à l'inuline et le DTA. Ce sont des marqueurs. Le VEC représente 20% du poids total du corps. Ainsi, si on reprend notre sujet qui a 80 kg, pour connaître son VEC, si sa répartition hydrique est normale, eh bien on fait 80 fois 0,2. Toutes ces valeurs ne sont valables que si la répartition de l'eau dans le corps humain est normale. Donc si on vous parle d'œdème, ces pourcentages ne sont plus valables et les calculs ne sont plus possibles. Toute question qui vous en parlera sera automatiquement fausse, sauf si on vous donne la possibilité de le calculer et de le déduire. Dans le volume extracellulaire, nous avons deux sous-compartiments. Le volume plasmatique, 4% du poids total du corps, c'est un volume qui rigoureusement est estimable. Il n'est pas mesurable. Il est estimable grâce à des marqueurs comme l'iodalbumine, le bleu Evans ou le chromohématie. 16% donc de volume interstitiel, toujours du volume extracellulaire, qui lui est non mesurable. Idem, on pourra le déduire si on mesure le VEC et estime le volume plasmatique. Au cours des différents exercices, on va utiliser différentes valeurs, différentes concentrations d'ions, de protéines, qui sont dosées à partir du volume plasmatique. En effet, on fait des prélèvements sanguins pour avoir toutes ces valeurs. Ainsi, la majorité des exercices qui seront présentés par le professeur Tack ont cette tête-là. Ce sont des cas cliniques. Donc on a un homme ici de 60 ans qui arrive aux urgences en état de déshydratation. Donc on lui fait une prise de sang, un bilan sanguin et on voit toutes ces valeurs. Donc il nous explique qu'il a mangé, ce qu'il a bu, etc. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez des exercices comme ça, c'est de reporter chacune des valeurs, comme on va le voir juste après. Voilà. Je vous conseille de les mettre dans cet ordre, parce que ensuite, dans l'analyse des différentes valeurs, eh bien, ça vous sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour en déduire beaucoup de choses. Donc, vous voyez que juste avec ces informations, on va pouvoir déjà déduire beaucoup de la physiopathologie de notre patient. Tout d'abord, on va s'intéresser à la natrémie, l'urée et la glycémie, qui vont nous permettre de déduire la pression osmotique totale, 2 fois la natrémie plus l'uricémie plus la glycémie, et la pression osmotique efficace, 2 fois la natrémie. Vous avez ici donc les valeurs normales de la natrémie, de l'urée, de la glycémie et des autres valeurs. Et vous avez ici les valeurs normales de la pression osmotique totale et de la pression osmotique efficace. Toutes ces valeurs qui sont ici sur cette diapositive sont à savoir par cœur pour les exercices. J'ai mis la glycémie en vert parce qu'on ne compte la glycémie comme faisant partie du calcul de la pression osmotique efficace si et seulement si on a un sujet diabétique décompensé.
Que veut dire décompensé? Eh bien, à la glycémie qui est supérieure à 6 millimoles par litre. Remarquez que ici, la natrémie-l'urée et la glycémie sont en millimoles par litre, alors que la pression osmotique efficace et la pression osmotique totale sont exprimées en milliosmes par kilogramme. Ça n'a aucune importance. Ne vous creusez pas la tête à savoir pourquoi d'un côté c'est des litres, de l'autre côté c'est des kilogrammes. C'est pour faciliter les calculs. La pression osmotique totale, elle va pas être très intéressante. Ce qui va être surtout intéressant, c'est la pression osmotique efficace. Donc 2 fois la natrémie, sauf pour un sujet diabétique décompensé où on rajoute la glycémie. La pression osmotique efficace, si elle est supérieure à 280 milliosmes par kilogramme, on parle d'hyperosmolalité. Et ça détermine quoi? Ça détermine un flux d'eau net du volume intracellulaire vers le volume extracellulaire. En effet, rappelez-vous, on a mesuré le volume plasmatique sur le volume extracellulaire. S'il est trop concentré, eh bien, il y aura trop d'osmoles à l'intérieur, donc l'eau va aller du volume intracellulaire vers le volume extracellulaire pour diluer tous ces osmoles. Au contraire, s'il n'y a pas assez d'osmoles, inférieur à 280 milliosmes par kilogramme, on parle d'hypoosmolalité. Et là, l'eau va aller du volume extracellulaire vers le volume intracellulaire pour justement diluer, pour diluer ce volume intracellulaire. Attention, l'osmolalité concerne le volume extracellulaire et le volume intracellulaire. Les flux d'eau entre le compartiment interstitiel et le compartiment capillaire, ça s'appelle les phénomènes de Starling. Ça n'a rien à voir. Donc si on vous dit que la pression osmotique efficace détermine un flux d'eau net du volume intracellulaire vers le volume plasmatique ou alors du volume plasmatique vers le volume interstitiel, ne réfléchissez pas, c'est faux. On va ensuite s'intéresser donc à la chlorémie et la bicarbonatémie. Ça va nous permettre de déduire le trou anionique. Le trou anionique, c'est très simple à calculer. C'est sodium moins chlore moins bicarbonate. Le trou anionique normal, c'est 12 plus ou moins 3 millimoles par litre. Si le trou anionique est augmenté, donc un trou anionique supérieur à 15, vous aurez une situation, c'est tout le temps pareil, le chlore est normal, les bicarbonates sont diminués. On va voir plus tard dans le cours que les bicarbonates, ils vont servir de tampons. C'est-à-dire qu'ils vont servir pour annihiler les protons qui sont donnés par un acide. Donc si les bicarbonates diminuent, ça veut dire que notre acide a relâché des protons et que le bicarbonate a été consommé. Et donc on a une accumulation d'un acide anionique indosé. Très souvent, ce sera de l'aspirine. Si on a un trou anionique normal, eh bien soit le sujet est normal, soit on a un chlore qui est augmenté physiologiquement pour que le bicarbonate diminué soit compensé et que le trou anionique reste normal. Donc ça intervient soit dans le cadre d'une diarrhée, où on a une perte de bicarbonate dans les selles, soit via une insuffisance rénale, où pareil on a une perte de bicarbonate via l'appareil excrétoire rénal. Ces deux situations rentrent dans le cadre de l'acidose métabolique. Ça, on va le voir un peu plus tard dans le cours. Le potassium, là il faut retenir les valeurs, la valeur supérieure et la valeur inférieure avec intérêt. Et le potassium, c'est très simple. S'il est supérieur à 5, trouble du rythme cardiaque. S'il est inférieur à 3,5, trouble du rythme cardiaque. Ensuite, on va s'intéresser à l'hématocrite, HTC, et la protidémie.
Cela il va en être intéressant pour voir l'augmentation ou la diminution du volume plasmatique et a fortiori du volume extracellulaire. En effet, si l'hématocrite ou la protidémie augmente, ça veut dire que ceux-ci sont plus concentrés. Donc qu'on a des globules rouges et des protéines dans un volume inférieur du plasma. Et donc a fortiori du VEC. Inversement, si l'hématocrite ou la protidémie diminue, ça veut dire que les globules rouges et les protéines sont dilués dans un volume plasmatique plus grand, a fortiori un VEC plus grand. La PaCO2 et la PaO2, retenez les valeurs également, c'est important, mais ça va concerner les phénomènes d'alcalose et d'acidose respiratoire. Ça aussi, comme l'acidose métabolique, on va le revoir à la fin. On va ensuite s'intéresser aux apports et aux pertes hydriques. Alors, au niveau des apports hydriques, on a l'eau endogène, qui est un gain insensible. L'eau endogène, pour les grands sportifs, elle pourra augmenter. Pour quelqu'un qui fait très peu de sport, elle peut diminuer, mais ce n'est pas quelque chose qui va s'adapter à la situation physiologique dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on se met à courir, donc à transpirer énormément, sans boire de l'eau, l'eau endogène ne va pas augmenter pour compenser cela. Mais si on se met à courir régulièrement, petit à petit, l'eau endogène pourra augmenter. C'est dans ce sens qu'on parle de l'eau endogène comme un gain insensible. Ce n'est pas quelque chose qui va s'adapter à une situation physiologique particulière. Ainsi, on considère pour tous les individus que l'eau endogène, c'est 0,4 litres par jour. Ici, je marquais fois nombre de jours, parce que si vous avez un individu qui a une situation physiologique particulière pendant 3 jours, eh bien vous considérez 3 fois 0,4 comme apport d'eau endogène pendant ces 3 jours-là. Les aliments, 0,8 litres par jour. Idem, il faut faire bien attention aux énoncés. Si on vous dit le sujet n'a pas mangé durant ce laps de temps, eh bien vous comptez apport hydrique par l'alimentation, 0. L'eau de boisson, généralement, ça va être tout le temps précisé dans les exercices combien le sujet a bu, si c'est 1 litre, 2 litres, etc. Juste, il faut que vous sachiez que le corps humain, pour bien fonctionner, a besoin de 1,3 litres par jour. Au niveau des pertes, vous avez les pertes insensibles, donc respiration, perspiration, transpiration et les selles. Ça, pareil, ces pertes ne sont pas adaptées à la situation physiologique. C'est les pertes que l'on a chaque jour. Il y a seulement la transpiration qui pourra augmenter lors d'un exercice physique. Mais ça ne rentre pas dans le cadre des exercices qui vous seront donnés. Là où ça va être intéressant, c'est les urines. Car vous voyez que pour un sujet qui est à l'équilibre, les apports de l'eau endogène et des aliments sont égaux aux pertes insensibles. Du coup, on se retrouve dans une situation où globalement, on urine ce qu'on boit. Ça, c'est dans la situation d'un sujet normal qui se porte bien. Vous doutez que dans les cas cliniques présentés par le professeur Tack, ce ne sera pas le cas. Par contre, les urines vont pouvoir s'adapter pour que le bilan hydrique, c'est-à-dire la somme des apports moins la somme des pertes, soit nul. Et ça va être joué au niveau de la physiologie. C'est-à-dire que quand vous avez des exercices, vous additionnez tous les apports, vous additionnez toutes les pertes, et le total doit faire 0. Le problème, c'est que les urines ne peuvent pas s'adapter au maximum. C'est-à-dire que on peut uriner maximum 12 litres, bon, de ce côté-là ça va. Par contre, on ne pourra pas se priver d'uriner plus que 0,5 litres. C'est-à-dire que le minimum par jour que l'on peut uriner, c'est 0,5 litres. On a besoin de consommer ces 0,5 litres d'eau pour excréter les déchets de l'organisme. On n'est pas comme les hamsters, par exemple, qui, eux, peuvent uriner de la poudre. Donc pensez-y, quand vous faites les bilans hydriques, eh bien on peut avoir un bilan hydrique qui est négatif,
parce que les urines n'ont pas pu s'adapter au maximum. Aussi, dans les QCM qui vous parlent de adaptation rénale maximale, eh bien, quand on a une excrétion rénale minimale, c'est-à-dire de 0,5 litres, eh bien, on est sûr de l'adaptation rénale maximale. Voilà, donc normalement, bilan hydrique nul, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va passer à une autre partie. Donc, on laisse de côté tous les phénomènes de répartition entre le volume intracellulaire et le volume extracellulaire. On va se focaliser sur le volume extracellulaire. Donc, surtout, ne confondez pas, parce que les phénomènes qui dépendent de la pression osmotique et les phénomènes qui dépendent de la loi de Starling, ça n'a rien à voir. Et les pièges qui sont faits dessus sont très fréquents. Ainsi, on a ici notre capillaire qui passe dans les tissus. Et le tissu, il baigne dans un certain milieu intérieur qu'on appelle l'interstitium. Dans les deux milieux, nous avons de l'eau. La pression, c'est-à-dire les chocs des molécules d'eau sur les parois, c'est ce qu'on appelle une pression hydrostatique. Ainsi, on va voir la pression des molécules d'eau du capillaire sur les parois du capillaire. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique capillaire, PHC. Et on a la pression des molécules d'eau qui sont dans l'interstitium, qui vont faire pression sur les parois du capillaire. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique interstitielle. À cela, on peut rajouter la pression osmotique. Qu'est-ce que cette pression osmotique? Eh bien, ça va constituer un l'appel d'eau vers un compartiment. On a un certain appel d'eau lié à la présence de protéines. C'est les protéines qui en fait appellent l'eau dans le compartiment parce qu'elles veulent être diluées. Donc on a des protéines dans l'interstitium. Elles vont appeler de l'eau des capillaires vers l'interstitium. C'est ce qu'on appelle la pression osmotique interstitielle. Mais on a également des protéines dans le capillaire qui vont attirer l'eau de l'interstitium vers le capillaire. C'est ce qu'on appelle les pressions osmotiques capillaires. À cela, j'aimerais vous rajouter une notion, la notion du vaisseau lymphatique. Donc c'est un vaisseau borgne parce que il commence ici au niveau de l'interstitium, et son rôle, ça va être en fait de pomper l'excédent d'eau et de protéines qui pourrait s'accumuler dans l'interstitium. Ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir à limiter les œdèmes, dont on va parler juste après. L'œdème, c'est la situation pathologique où la répartition de l'eau dans l'organisme est modifiée, donc on ne peut plus utiliser, vous vous souvenez, les pourcentages qu'on a vus à la première diapositive. Et donc c'est une situation où le volume interstitiel augmente considérablement, où on aura beaucoup d'eau qui va s'accumuler dans le volume interstitiel. Donc pour éviter ça, on a ces vaisseaux lymphatiques qui vont pomper l'excédent d'eau qui pourrait s'y accumuler. Globalement, la pression osmotique interstitielle, on va pas trop s'y intéresser, elle n'est pas très importante, mais ce qui va être très important pour vous de comprendre, c'est ça, la relation entre la pression osmotique capillaire, hydrostatique capillaire et hydrostatique interstitielle. Ainsi, vous avez à gauche les capillaires, donc un versant artériel, un versant veineux et l'interstitium. Il va y avoir différents échanges. À droite, vous avez du coup en ordonnée la pression, en unité arbitraire, et en abscisse l'écoulement du sang. Donc avec les capillaires, un versant artériel et un versant veineux. La pression osmotique capillaire, eh bien globalement elle est constante. Vous avez toujours le même nombre de protéines qui attirent globalement de l'eau vers le capillaire. Par contre, la pression hydrostatique capillaire va diminuer au fur et à mesure que l'on avance dans le capillaire. Au début, sur le versant artériel, on a beaucoup de sang, beaucoup d'eau. Et donc, toute cette eau, cette pression hydrostatique,
eh bien, va faire que le capillaire va vouloir se débarrasser de cette eau et l'envoyer vers l'interstitium. L'eau passant vers l'interstitium, la pression hydrostatique capillaire diminue. L'interstitium, à un moment donné, il va grossir au niveau de l'eau. Mais, au fur et à mesure, on va avoir donc moins d'eau dans notre capillaire, si bien que sur le versant veineux, c'est le contraire qui va se produire. La pression osmotique capillaire, donc l'appel d'eau vers le capillaire, sera plus grand. Et donc, cet appel d'eau lié aux protéines plasmatiques va rappeler l'eau qui est passée dans l'interstitium vers le capillaire. Et on a la pression hydrostatique interstitielle qui, elle, est négative et inférieure à la pression hydrostatique capillaire. Ça, vous allez voir, ça va être très important. Donc, comme je vous l'ai dit, un passage de l'eau du capillaire vers l'interstitium sur le versant artériel et un passage de l'eau de l'interstitium vers le capillaire sur le versant veineux. On appelle ça la pression de filtration ou pression d'ultrafiltration, c'est la même chose. Et la pression de réabsorption. Lorsqu'on a un œdème, eh bien, tous ces mécanismes, donc si bien réticulés, vont dysfonctionner. Et on va avoir, comme je vous l'ai dit, une augmentation de l'eau dans l'interstitium. Ainsi, augmentation de l'eau de l'interstitium, si vous suivez, vous l'avez compris, ça va être une augmentation de la pression hydrostatique interstitielle qui va augmenter et on va avoir par la même occasion une augmentation de la compliance. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Accrochez vos ceintures. Prenez un paquet de cacahuètes. Le paquet de cacahuètes mis sous vide, eh bien, vous avez une pression à l'intérieur du paquet de cacahuètes qui est dite négative. Elle est bien inférieure à la pression atmosphérique. Et donc les cacahuètes sont collées contre les parois du sac et on ne peut pas vraiment les déplacer. La compliance est faible. Si on perce un trou dans le paquet du cacahuète, l'eau, l'air du coup, va rentrer dans le paquet. Comme ici, si on a une dysfonction de ces mécanismes, de l'eau va rentrer dans l'interstitium. Et ainsi, on va avoir le paquet de cacahuètes qui va gonfler. La pression à l'intérieur du paquet va augmenter. Elle va devenir nulle, c'est-à-dire égale à la pression atmosphérique, voire potentiellement un tout petit peu positive. Ici, ça va être pareil. La pression hydrostatique interstitielle va devenir nulle, potentiellement positive, jusqu'à s'équilibrer. Ainsi, quand on a le paquet de cacahuètes gonflé, avec l'air qui est rentré à l'intérieur, vous allez pouvoir déplacer les cacahuètes qui sont à l'intérieur. La compliance aura augmenté lorsque on a un œdème. On va donc s'intéresser aux différentes causes de l'œdème. Pourquoi on a cette augmentation de la pression hydrostatique interstitielle? Pourquoi on a ce volume interstitiel qui gonfle? Il y a 4 causes de l'œdème. La première, c'est l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Vous voyez par vous-même, la pression hydrostatique capillaire augmente parce que globalement on a beaucoup de sang qui arrive par le versant artériel. On a cette pression hydrostatique capillaire qui diminue, mais le capillaire va se terminer avant que cette pression hydrostatique capillaire devienne inférieure à la pression osmotique capillaire, et donc que cette dernière joue son rôle de rappel d'eau vers le capillaire. Ce qui fait qu'on va avoir une seule grande pression, qui va être cette pression d'hyperfiltration, qui va donc faire passer en masse de l'eau du capillaire vers l'interstitium. Deux causes, l'insuffisance cardiaque droite, là on va parler d'œdème veineux, ou un médicament vasodilatateur, là on va parler d'œdème artériel.
Deuxième cause, eh bien, ça va être la diminution de la pression osmotique capillaire. On a la pression osmotique capillaire qui diminue, eh bien, on va se retrouver avec la même situation. C'est-à-dire une pression hydrostatique capillaire qui diminue, mais qui n'arrive pas à devenir inférieure à la pression osmotique capillaire, et donc on a uniquement de l'eau qui passe du capillaire vers l'interstitium sans retour. Ça, globalement, rappelez-vous, la pression osmotique capillaire, c'est cet appel d'eau qui est lié à la présence de protéines dans les capillaires. Donc, forcément, si on a une pression osmotique capillaire qui diminue, c'est qu'on manque de protéines. Une hypoprotéidémie. La principale protéine du sang, c'est l'albumine. Ça va être lié à une insuffisance hépatique, une dénutrition ou un syndrome néphrotique. Donc vous avez ici les deux premières causes de l'œdème, les causes majoritaires. Une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, trop de sang qui arrive, une diminution de la pression osmotique capillaire, pas assez de protéines. Deux autres causes. La première, c'est l'augmentation de K. K, c'est le coefficient d'ultrafiltration. Je ne vous présente pas la formule avec l'équation de Starling parce qu'elle n'est pas en soi très utile, mais sachez qu'il existe un K qui régule en fait la perméabilité du capillaire. Si K augmente, de l'eau pourra plus facilement passer du capillaire vers l'interstitium et on aura un œdème. K, quand est-ce qu'il augmente? Eh bien, il va augmenter lorsqu'on aura un relargage d'histamine par les mastocytes lors d'un choc anaphylactique. Et ça intervient quand? Eh bien, principalement lorsqu'on a une piqûre par une guêpe ou une abeille. Vous avez ici notre ami chien qui a mangé une guêpe, s'est fait piquer et a un œdème, vous voyez, sur le museau. À côté, Pierre Richard, lui aussi, s'est fait piquer par une guêpe et on a une manifestation d'un œdème par augmentation du coefficient d'ultrafiltration assez loufoque. La quatrième cause, c'est l'obstruction des vaisseaux lymphatiques. Vous vous souvenez, les vaisseaux lymphatiques, eh bien, c'est ce qui va pomper l'excédent d'eau qui était dans l'œdème, donc il va contribuer à la limitation de ces œdèmes. Eh bien, si ces vaisseaux lymphatiques sont obstrués, eh bien, tout naturellement, on va avoir une accumulation d'eau dans l'interstitium, soit un œdème. Vous avez en haut à droite les jambes donc d'une patiente qui a les vaisseaux lymphatiques obstrués seulement d'un côté. Donc vous voyez que l'œdème, il est que d'un côté. En bas, juste en dessous, vous avez un œdème bilatéral. Donc ça, c'est pas très probablement pas lié à un œdème lymphatique. Ici, ça va être plutôt lié à une insuffisance cardiaque droite. Donc un œdème veineux. Comment on fait pour limiter les œdèmes? Eh bien tout d'abord, des médicaments de vasoconstriction artérielle. Ça va contribuer à diminuer la pression hydrostatique capillaire. En gros, on resserre les capillaires du côté artériel, moins de sang arrive, la pression hydrostatique capillaire diminue. Ou alors, on peut diluer les protéines interstitielles, ce qui va contribuer à augmenter la pression hydrostatique interstitielle. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Parce que si on dilue les protéines interstitielles, on augmente la pression hydrostatique interstitielle, c'est justement ce que l'œdème va déjà faire. Seulement, rappelez-vous, on a un passage d'eau du capillaire vers l'interstitium, parce qu'au niveau de l'interstitium, la pression est négative. La pression est inférieure à la pression capillaire. On a donc une augmentation de la pression hydrostatique capillaire qui va tendre à devenir nulle, puis légèrement positive. Eh bien, quand elle devient légèrement positive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une pression hydrostatique interstitielle supérieure à la pression hydrostatique capillaire. Donc l'eau va aller de l'interstitium vers le capillaire. Ici, diluer les protéines interstitielles, eh bien, ça va servir à ça, à commencer ce phénomène de stabilisation de l'œdème afin qu'il ne continue pas à grandir.
Ce qu'on peut faire également, c'est tout naturellement augmenter le débit lymphatique. Vous devinez pourquoi. On passe à la troisième partie de ce cours. Donc vous avez tous les phénomènes d'acidose et alcalose. Pourquoi la vie? Eh bien, car vous avez le métabolisme. Le métabolisme, c'est formidable, ça permet de faire des métabolites, c'est ce qui nous fait vivre. Seulement, le métabolisme, il a un inconvénient, c'est qu'il produit des déchets. Un des principaux déchets que produit le métabolisme, c'est le CO2. Ça, je vous apprends rien. Par contre, le CO2, il va pouvoir se coupler avec la principale solution tampon de notre organisme, c'est l'eau. L'eau qui donc, vous avez vu, est présente partout. Pour former ce qu'on appelle de l'acide carbonique. Cet acide carbonique peut potentiellement se dissocier en HCO3-, ce qu'on appelle des bicarbonates, plus H+. H+, donc un proton, qui constitue une des principales sources de l'acidité de notre organisme. Ainsi, on peut dire que le CO2 produit de l'acidité. Seulement, rappelez-vous, ces bicarbonates, eh bien, je vous l'ai dit au tout début, ils vont nous servir pour tamponner l'acidité de notre organisme. Parce que, à pH alcalin, eh bien, on va se retrouver avec des bicarbonates. Mais à pH acide, les bicarbonates vont s'unir au H+, pour former de l'acide carbonique, et donc empêcher ces H+, de causer des dommages acides dans notre organisme, et donc réduire l'acidité de notre organisme. Donc, plus on a de bicarbonate, ça veut dire que moins on a de H+ dans notre organisme, moins on a de bicarbonate, ça veut dire qu'ils sont plus utilisés, et donc qu'on a beaucoup d'acidité dans notre organisme qui a dû être tamponné. Donc les bicarbonates vont être très utiles pour servir d'indicateur. Eh bien ça c'est bien gentil, mais du coup notre acidité, comment est-ce qu'on va faire pour l'éliminer? Eh bien notre corps a tout prévu. Le CO2 peut être tout simplement expiré, ça je vous apprends rien. L'acide carbonique et les bicarbonates, eh bien on a de l'excrétion rénale. Alors, on va finir sur ça. Une diapositive qui peut vous paraître un peu austère, mais en gros, si vous connaissez ça, eh bien vous connaissez tout. Acidose, alcalose, vous connaissez ça, vous avez tout compris. On va un peu l'expliquer. Le premier cas, c'est quand vous observez au niveau de votre prélèvement sanguin une augmentation des bicarbonates. On l'a dit, augmentation des bicarbonates, ça veut dire qu'on a peu de protons, donc ça veut dire qu'on est en alcalose métabolique. Notre organisme, il n'aime pas l'acide, il n'aime pas non plus quand c'est trop alcalin. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir augmenter l'acidité de notre organisme. Comment il va faire ça? Eh bien, il va diminuer l'excrétion de CO2 via une compensation respiratoire. Ici, la PaO2 qui diminue, la PaCO2 qui augmente. On inspire moins d'O2, on expire moins de CO2. C'est une acidose respiratoire. Si le pH est revenu à la normale, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 7,44, ça veut dire que la compensation par acidose respiratoire est efficace. Sinon, s'il est supérieur à 7,44, on parle d'alcalémie. Donc différencier l'alcalose métabolique, qui est un phénomène, de l'alcalémie, qui est strictement liée à la valeur du pH. Donc on peut être en alcalose sans avoir une alcalémie. Idem pour l'acidose. On peut être en acidose sans être en acidémie. On va le voir juste après. L'étiologie donc d'une alcalose métabolique est très rare. La principale situation que vous allez rencontrer, c'est l'acidose métabolique, c'est-à-dire on a trop de protons, on a des acides qui produisent des protons, et bien notre bicarbonate est grandement diminué. Ou alors on a une excrétion beaucoup trop grande
et pathologique des bicarbonates, il n'arrive plus à tamponner les protons produits par notre organisme. On est en acidose métabolique. C'est le principal cas que vous allez rencontrer. Notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir diminuer les acides dans notre organisme. Donc, il va se mettre à respirer plus vite. Donc, à absorber plus d'O2, et la PaO2 augmente, et à relarguer plus de CO2. On parle d'alcalose respiratoire compensatrice. Si notre pH est normal, la compensation est efficace. Sinon, on parle d'acidémie. Et là, on retrouve les deux cas dont je vous avais parlé au tout début. Si notre 3 anionique, il est augmenté, eh bien, ça veut dire généralement qu'on a le chlore qui est normal, le bicarbonate qui est diminué, parce que notre bicarbonate, eh bien, il est consommé par le tamponnage des protons produits par un acide anionique intosé. Très souvent, ce sera l'aspirine. Si notre 3 anionique est normal, ça veut dire que le chlore a augmenté pour compenser une perte beaucoup trop grande de bicarbonate. Ça peut être une diarrhée ou une insuffisance rénale. Vous avez les deux derniers cas où l'origine du trouble est respiratoire et la compensation du trouble sera métabolique. Lors d'une hyperventilation, eh bien, on a la PaO2 qui augmente, la PaCO2 qui diminue, on parle d'alcalose respiratoire, et notre corps il va compenser, eh bien, comment? En excrétant plus de bicarbonate. C'est une acidose métabolique. En consommant plus les bicarbonates. C'est une acidose métabolique. Au contraire, une hypoventilation, on a une acidose respiratoire parce qu'on n'excrète pas suffisamment, enfin on ne rejette pas suffisamment de CO2, on est en acidose respiratoire. Donc notre corps, eh bien, il va augmenter le taux de bicarbonate pour pouvoir compenser et on parle d'alcalose métabolique. Si vous avez la moindre question sur tout ça, n'hésitez pas à les poser sur le forum, les RM pourront vous répondre, ou alors à venir leur poser directement ces questions en permanence. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.